Salut à vous, merci de venir avec moi ici dans cette maison, quelque part ici dans la ville de Kinshasa. Je vais rencontrer monsieur l'abbé Faustin Angus Lamès, un doyen des prêtres du diocèse d'Idiofa dans la province du Kwilu et la province du Kasaï. Il est prêtre depuis 60 ans, ça va faire 60 ans l'année prochaine. Il a une expérience dont il va nous parler. C'est lui notamment qui a communiqué avec monsieur l'abbé Adolphe Lankwan. Ce prêtre Adolphe Lankwan a été assassiné par des rebelles en juin 1965 et monsieur l'abbé Faustin Angus va nous raconter toute cette histoire, mais il va aussi nous parler de lui-même. Bienvenue. Merci, monsieur l'abbé. Soyez le bienvenu dans cette maison qui n'est pas la nôtre habituellement, mais qui est la nôtre depuis quelques mois. Et pourquoi? Pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé. Vous êtes, monsieur l'abbé Faustin Angus Lamès, n'est-ce pas? Ordonné prêtre le 15 août 1964. L'année prochaine, c'est très bientôt. En 2024, vous aurez accompli 60 ans de sacerdoce. Félicitations. Vous êtes un doyen. Oui. Et quel âge? Nous avons fêté les 50 ans d'anniversaire du sacerdoce à Idiofa, dont nous avons encore de petits volumes. En 2014. 2014. C'est à cette occasion-là que je voudrais parler d'un neveu qui quittait Kinshasa pour faire. C'est lui qui a organisé ça. Et au retour, il a fait un accident de voiture. Il est en Belgique pour les soins. Et nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui. Voilà, ça tombe bien. Alors, je vous demandais, quel âge avez-vous? Votre âge? Aujourd'hui? Oui. J'ai 84. 84 ans. Nous commençons par là, pour dire justement à tous ceux qui nous regardent que nous sommes chez un doyen, quelqu'un qui peut nous raconter l'histoire. Et j'ai signalé que vous êtes ordonné en 1964 à Mapangu, c'est dans le diocèse d'Idiofa, mais dans la province du Kasaï. Alors Brabanta. C'était à Brabanta, voilà. Aujourd'hui Mapangu. Voilà. Pourquoi êtes-vous allé là pour être ordonné? Vous aviez choisi l'endroit ou pas? Non, le Idiofa n'était pas disponible. Le diocèse de Idiofa était en pleine rébellion molériste. En pleine alors. Le diocèse était vidé du personnel ecclésiastique. Réfugié en Europe, à Kinshasa ou ailleurs. Surtout en Europe. Alors, je ne pouvais pas aller à Idiofa parce que à Idiofa, on aime beaucoup chanter, on aime beaucoup danser, les jours de fête. Pendant la rébellion, tout ça a été supprimé. Donc il n'y avait pas du tout, possibilité d'aller fêter à Idiofa. Mais Idiofa ne garde pas le village d'Idiofa, c'est le diocèse d'Idiofa. Nous sommes allés dans le diocèse d'Idiofa à Mapangu, une mission qui était libre. Vous étiez combien à être ordonné prêtre? Notre confrère est déjà décédé, nous étions deux, l'abbé Ikomobian Delphin, qui était avec moi à Mayedi. Et qui vous ordonne, qui vous impose les mains? Monseigneur Toussaint. Votre évêque? Oui. L'évêque d'Idiofa? L'évêque d'Idiofa, qui a bien voulu faire comme si on était à Idiofa, et qui a tout fait avec quelques prêtres représentants, comme l'abbé Daniel Walungu, un des plus anciens qui était là, mais nous n'étions pas beaucoup de prêtres à l'hôtel. Il y avait lui, et il y avait Delphin Yiko, mon confrère qui était ordonné avec moi, et c'était tout.
prêtre de la rébellion mouléliste, Faustin Angus. Alors, vous avez dit Idiofa, le village où la cité d'Idiofa n'est pas libre. Vous êtes ordonné à Brabanta, Mapangu, et après, vous n'y restez pas. Vous allez où? Où est-ce qu'on vous affecte? Dans ce diocèse en rébellion, en guerre, vous êtes affecté où? Non, Mapangu, en dehors d'Idiofa, parce que le village d'Idiofa était vidé de monde. Tandis que Mapangu, il y avait du monde encore. Mais aussitôt après le sacerdoce, on descend à Kin, où nous sommes, et je demande à Monseigneur de rentrer pour faire l'apostolat. Il me dit, monsieur, vous êtes prévu pour Kinshasa, en attendant que la rébellion soit terminée. Bon, j'ai un peu souri, dit Monseigneur Aïdjoa, en attendant que ce soit terminé, mais la rébellion est un motif justement pour que j'y aille. Alors il me dit, attendez, je vais prendre conseil. Le lendemain, il aura pris conseil, et j'ajoute que je vais deux fois à mes risques et périls, parce que tout le monde est contre, j'y vais. À mes risques et périls sur les traces de l'abbé Adolphe Lanquan, qui a fait pareil comme moi. Il est encore vivant à ce moment-là. Et je vais à Idiofa pour travailler comme prêtre normalement, mais je ne vis pas à Idiofa. Comment vous y allez? Comment vous y allez? Vous êtes à Kinshasa, Léopoldville encore, à ce moment que ça s'appelle, je pense. Tout à fait. Léopoldville. Vous demandez à votre évêque, René Toussaint, il vous l'accorde, après discussion, vous dites, j'y vais à mes risques et périls. Mais il ne suffit pas d'être évêque, il ne suffit pas d'être prêtre dans un pays pour s'imposer d'aller et venir. Comment avez-vous fait pour atteindre Idiofa? Non, on vous a laissé, tout le monde vous a laissé partir, il n'y avait pas d'armée pour... Par le voie normale, oui. Idiofa, en ce moment-là, était une zone occupée. Une raison pour que vous n'y alliez pas si facilement. Voilà. C'est une des raisons qu'avait avancé notre Monseigneur l'évêque. Il dit non, il y a déjà un prêtre qui est là, l'abbé Adolphe Lanquan. Il ne faudrait pas que nous commettions la même erreur. Alors, on ne m'a pas donné un avion pour aller, mais j'ai profité d'un avion qui partait. Un avion qui partait pour donner des vivres aux militaires qui étaient à Idiofa. Je ne peux pas savoir. Vous avez l'accord des militaires? Oui. Du chef des militaires? Tout à fait. Tout à fait. En disant, bon, ça vaut risque de péril. Nous avons noté, c'est une zone occupée, mais vous pouvez tout aussi bien comme nous, les policiers, être utiles à la population. Et l'évêque n'a pas demandé une autorisation quelconque à l'administration, une autorisation spéciale? Non, celui qui m'a demandé, c'est le ministre Mounongo, ministre de l'Intérieur. Godefroy, je pense. Hein? Godefroy Mounongo? Godefroy Mounongo. Mounongo. Mounongo, voilà. Et quand je parlais à Monseigneur, il était là. Monseigneur qui m'a conduit pour aller demander la permission d'aller à Idiofa. Ben voilà. Oui. Il vous faut une permission spéciale. Ah oui, oui, j'étais vraiment une permission spéciale. Il fallait que Monseigneur Toussaint dise au ministre, bon, comme l'abbé insiste, à ses risques de péril, il va y aller, mais sous la protection des policiers, comme tout le monde. Vous avez quelques mois de sacerdoce, vous êtes jeune, 30 ans si on fait le calcul, et l'évêque vous dit, lorsqu'il hésite, il dit nous n'allons pas commettre la même erreur, c'est-à-dire c'était une erreur d'avoir M. l'abbé Adolphe Lanquan
à Idiofa. Pourquoi dit-il cela? M. Labé est parti à Idiofa, comme moi. La rébellion l'a surpris à Idiofa, mais il s'était réfugié, comme on disait, à Ipamou. C'est une mission chez nous aussi. Mais à ce moment-là, on pouvait pas se promener comme on voulait. Non, pas du tout. Il y avait des policiers qui gardaient chaque coin du pays. Et M. Labé était sous la protection des policiers qui étaient à Ipamou. Et ceux-ci lui ont permis d'aller à Idiofa. Et en partant à Idiofa, il avait promis qu'il reviendrait. Mais les événements se sont déroulés autrement. Il n'est pas revenu. Et il va mourir en pleine zone de la rébellion. Vous devez nous en parler parce que vous êtes témoin et parce que vous êtes doyen, comme je l'ai dit. Alors, l'histoire nous dit, et je vérifie, que vous, Faustin Angus, vous êtes en communication avec Adolphe Lancoine alors qu'il est en pleine zone de la rébellion. En prison, on peut dire, ou plutôt qu'il est au quartier général de la rébellion. Racontez-nous un peu cela. Est-ce que c'est vrai? Vous étiez en communication avec lui? Ah oui, il n'y avait pas de téléphone, hein? Non. Alors, racontez-nous. Il n'y avait pas de téléphone, bien entendu. Ben voilà. Monseigneur Toussaint, évêque d'Idiofa, n'était plus à Idiofa. Il était réfugié comme tout le monde ailleurs, Kinshasa, l'Europe. Et il aura reçu la demande de l'abbé Adolphe Lancoine qui voulait se rendre à Idiofa. Il a dit que comme à moi, plutôt, il avait dit plutôt, Idiofa, nous ne sommes plus là, nous sommes tous, on est un peu en réserve quelque part, on observe à distance. Et Monseigneur a dit, moi je vais, il n'a pas demandé d'aller à Kilembe. Je veux au diocèse, on l'a affecté à Ipamou. Ipamou, c'est plusieurs 200-300 km de Kilembe. Et pendant qu'il est là, à Kilembe, la situation s'aggrave. Il va concevoir l'idée, oui, non, d'abord à Ipamou donc. La situation s'aggrave dans le pays. Tous les prêtres vident de plus en plus le diocèse, notamment les petits séminaires, où il y avait encore les recteurs, Monseigneur Biletsi Saravec, plus tard. Pardon. Et il défend aux policiers et aux jeunes de détruire quoi que ce soit dans la mission où il était affecté. Parce qu'il y avait des destructions partout. Alors, le policier avait peur. Peur de lui, non, avait quand même peur que lui seul à Ipamou ne soit maltraité par les élèves. Et que les élèves n'aillent détruire la mission. Et il conçoit l'idée, l'abbé Adolphe, d'aller en plein centre du Diofa pour protéger ce qui est encore à protéger de l'apostolat, notamment l'église et les écoles. Il va y aller en passant par Kinshasa. Kinshasa, où il voit Monseigneur Toussaint, il se raconte beaucoup d'histoires et il conclut qu'il faut quand même aller à Idiofa. À ses risques.
à ses risques et périls. Tout à fait. Et il vient à Idiofa, non plus, ne rentre pas à Ipamou, mais il vient réellement à Idiofa. Il est reçu par tout le monde et il demande à Monseigneur d'aller plus loin qu'Idiofa, dans la zone de Kilembe, où il était avant d'aller à Ipamou. On l'autorise, il va normalement, et dans une mission en cours de route, il gemme. Il faut dire que la rébellion n'était pas partagée par tout le monde. Hein. Les gens se méfiaient de la rébellion. On tuait, on détruisait. Et à une gemme, on est contre que l'abbé puisse aller à la rébellion où se trouvait le siège de Moulele. Malgré ça, Monseigneur Langoine va de son propre gré en cours de route. Il rencontre plusieurs de ses élèves, anciens élèves, professeurs enseignants, qui ne sont pas tous d'accord pour qu'il continue jusqu'à qu'il l'aime parce qu'on ne sait pas ce qui allait arriver. Et il est parti quand même. En ce moment, les choses vont vite. Je suis à Idiofa. Il apprend que l'abbé Angus est rentré à Idiofa. Je suis à Idiofa dans la maison de Monseigneur l'évêque actuel. Et de là, Monseigneur m'écrit une lettre par un envoyé spécial. Monsieur l'abbé Adolphe Lancoine, vous voulez dire, que vous écrit? Oui, Adolphe Lancoine. Il apprend que je suis sur ses pas. Je suis à Idiofa. Et il me demande, monsieur l'abbé, il m'écrit une lettre. J'apprends que les militaires vous respectent bien, vous êtes bien reçus. Veuillez leur dire de faire moins de mal, de tuer moins, de massacrer la population. Moi, je lui réponds, vous êtes, c'est mon Dieu qui vous envoie pour faire le même bien que vous faites, que vous faisiez à Idiofa et ailleurs. Alors, il insiste quand même dans sa lettre. La rébellion, c'est bien, un mal nécessaire, mais le chef de la rébellion me dit à moi, à lui, vous êtes mon ministre d'information, personne ne vous fera du mal, reste avec moi. Reste avec moi à Kilembe. Pas la mission de Kilembe, région de Kilembe. Dans la région de Kilembe, plutôt au quartier général de la rébellion. Qui s'était rapproché de Mukedi. Oui, que Fouza, Mukedi, oui, dans la région. Voilà. Et il me demande de faire tout pour que les militaires ne fassent pas autant de mal qu'il le faut. Ne fassent pas trop de mal à la population. Et il me demande d'aller le chercher pour rester de nouveau à Idiofa, où c'est plus ouvert. Il y avait les lettres qu'on s'était écrites et dans laquelle M. l'abbé demandait sincèrement, je suis bien ici, mais bien pour combien de temps, surtout, pourquoi faire? Parce que je ne peux pas facilement aller encore
enseigner dans les églises et dans les écoles, tout ça. Je m'ennuie à Kifoussa, le quartier général. Moi, je comprends comme si M. Abbé parlait à ma place, parce que moi aussi, je m'ennuyais à Idiofa. Parce que les écoles sont fermées, beaucoup de gens ont été tués, beaucoup de missions sont vides, il n'y a plus de prêtres, notamment au centre d'Idiofa. Alors je dis à M. Abbé, je vais l'accompagner, l'administrateur du territoire, pour venir vous chercher. Oh non, ne venez pas me chercher, on risque de vous tuer pour rien. J'ai compris. Mais je suis quand même allé avec le lieutenant général pour chercher l'abbé de Kilembe pour Idiofa. J'arrive en cours de route à Bujumbura, à mi-chemin, et oui, entre-temps, l'abbé avait fui le quartier général. Donc il n'a pas dit au revoir à Molele. Il s'est entendu avec des enseignants, etc., qui étaient avec lui, pour fuir définitivement le quartier général. Alors, c'était compris comme la déclaration de fermeture de la rébellion. Molele a appris qu'il y avait à Idiofa un autre prêtre plutôt Molele, oui, a appris qu'il y avait un autre prêtre à Idiofa que l'abbé Antoine, parce que lui connaissait Antoine depuis le petit séminaire de Kinzambi. Molele cherchait à devenir frère Joséphine. Pendant ce temps-là, que l'abbé était au petit séminaire. Ils se connaissaient déjà à ce moment-là. Alors moi, de rejoindre là-bas, c'est pour déclarer à Molele et à tout le monde que la rébellion c'est fini. Alors que Molele n'entendait pas comme ça. La rébellion, le pouvoir en place à Kinshasa il cherchait à renverser le pouvoir et faire de la rébellion du pays un pays nouveau, si vous voulez. Parce que revenons en arrière, le motif qui amène Molele à faire la rébellion à Idiofa, c'était justement changer de politique au pays. Molele est un ancien ministre. Il était ministre dans le gouvernement de Patrice Emery Lumumba, le premier gouvernement du pays à l'indépendance. Il s'agit de ce Pierre Molele, le même, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez raison. Vous avez raison. Je ne voulais pas dire que la politique menée à ce moment-là au pays n'a pas plu à Molele. Ça, c'est après la mort de Lumumba déjà. Ils ont assassiné Lumumba. Enfin, voilà. Oui. Et Molele fait cette rébellion pour un nouveau régime. Un nouveau régime, oui. Alors, donc, Molele, en fait, lui-même a compris que le pays ne soutient pas réellement la rébellion. Parce que les militaires faisaient tellement de dégâts, de morts, etc., que ce n'est pas comme ça que Molele entendait voir gouverner le nouveau pays. Alors, parlons un peu en route. Je suis en route pour aller chercher M. l'abbé Lancoine au quartier général et le ramener au centre d'Idiofa. J'accompagne
le lieutenant Pengola qui était le chef du policier. Nous sommes arrêtés à Bujumbura par les villageois. Pour quelle raison? Parce que Moulele, voulant fuir la rébellion, mettait fin à l'idée de Moulele de voir un pays gouverné autrement qu'il était. Moi, je suis avec en Soutane, avec le lieutenant Epengola, en route vers le quartier général pour sauver l'abbé Lanquan. Pas pour arriver au quartier général. Mais vous avez dit l'abbé Lanquan avait quitté, avait fui le quartier général. Oui. Vous vous êtes donné rendez-vous quelque part dans un village? À Bujumbura, justement. À Bujumbura. Tout ça par un envoyé spécial. Oui, mais il y a des documents que je reçois. Est-ce que vous avez connu le petit frère de l'abbé Lanquan, qu'on appelait Damien? Non. C'était lui l'émissaire secret? Il était aussi... il était en rébellion. Il pouvait aller et venir. Oui. Ok. Et il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs élèves qui nous connaissaient, qui nous apportaient le message de Moulele à moi et de moi. Vice versa. C'était une affaire. Et les gens de Bujumbura arrêtent l'abbé qui venait vers Jofa, sans autorisation. Hein. Parce que c'était un rebelle pour Moulele. Oui. Qui ne veut pas de rébellion. Mais moi, je suis avec les lieutenants en Soutane, quittant Jofa. On ne me fait aucun mal. On m'a dit, monsieur l'abbé, non, vous retournez à Jofa. Moulele est le ministre de l'information. L'abbé Lanquan est ministre d'information de Moulele. On ne vous tuera pas. On ne les tuera pas non plus. Quitter la rébellion pour Jofa, c'est mettre fin au mouvement de guerre. Je finirai par rentrer avec le lieutenant à Jofa, à pied. Alors l'abbé est retenu à la mission de... Allez, notre mission de... Banda, la mission qui est tout proche là. Banda. Donc vous ne vous rencontrez pas en fait? Non, je ne sais pas rencontré. Il est arrêté à Banda. Oui. Les gens nous l'ont dit. Ils savaient, ils nous ont dit que l'abbé est en prison, de nouveau en prison. Au quartier général? Oui, parce qu'il a fui le quartier général, ce qui veut dire qu'il a mis fin à la rébellion. Qu'il est traître. Oui. Comme je l'ai lu quelque part, on l'a traité ainsi. Voilà. Mais les gens étaient gentils, ils ne l'ont pas tué. Moulele a dépêché une équipe spéciale pour aller chercher l'abbé Lanquan et le ramener vivant au camp. L'abbé Lanquan a pris l'équipe et il est rentré chez Moulele. Et c'est chez Moulele que les choses vont tourner mal pour l'abbé Lanquan. Il empêche Moulele de mettre de l'ordre dans le pays. L'ordre, c'est-à-dire gouverner autrement qu'on gouvernait à Kinshasa. Alors, le bras droit de... Il s'appelle, le nom m'échappe. Le bras droit de Moulele réclame la mort de Lanquan. Est-ce que ce n'est pas un certain Kafunga? Oui, très bien, vous avez une bonne idée. Kafunga, voilà. Voilà. Le bras droit de Moulele. Lors d'une réunion de service avec Moulele, les policiers, notamment Kafunga
le chef demande la mort, l'exécution de Languane, parce qu'il a donné un mauvais exemple. Bon, bien sûr, la vie était partagée dans le groupe, mais la vie principale était que Moulele doit retourner, Languane doit retourner chez Moulele. Parce que ces idées ne sont pas bonnes pour Moulele. Moulele veut changer le pays, chasser les hommes au pouvoir à Kin, tandis que Languane veut maintenir le désordre. À ce moment-là, Languane est vraiment saisi comme l'opposant officiel de Moulele pour garder le statu quo de Mobutu qui gouvernait le pays. Voilà. C'était encore, oui, Mobutu, mais il n'a pas encore fait son coup d'État, le pouvoir du 24 novembre. Oui. Oui. Mais c'est le chef d'état-major. Hein? Tout à fait, oui. Tout à fait, okay. Tout à fait. Alors, M. Abbé est saisi comme traître de la rébellion. Il va être condamné à mort au camp de Moulele, malgré qu'il était le ministre de l'information de Moulele, qu'il était quand même proche de Moulele. Mais Moulele le prenait pour un rebelle. N'est-ce pas? Oui. Il prenait l'abbé pour un rebelle qui veut maintenir le statu quo de Mobutu au pouvoir et ne pas faire le bien à la population. On parlait d'impérialistes à ce moment-là. Moulele était contre les impérialistes. Voilà, exactement, c'est le mot. Alors il va être en prison du camp de Moulele et il va être tué là. Moi, où est-ce que je suis? Je suis rentré avec les policiers qui voulaient m'amener pour sauver Languane. Nous sommes rentrés à pied à Idiofa. Et en ce moment-là, mon frère il me rappelait que j'étais rentré à Idiofa à mes risques et périls aussitôt après la rébellion. Je n'avais pas l'impression de tout qu'on s'en sortirait vivant. Mais on ne nous a pas fait de mal, sur le corps, ni rien. Nous sommes rentrés à Idiofa à pied. Le Boujumila, vous voyez, à pied. Et l'abbé m'écrit pour dire, comme je craignais, dit l'abbé, la population est pour Moulele et je suis obligé de refaire le chemin du pays d'Ofa. Et les petites notes qu'il écrivait comme ça par les personnes que nous connaissions bien. Et Moulele était contre la mort de Languane. Moulele, c'est vraiment, pendant tout le temps que Languane était au quartier général à la prison, Moulele n'avait jamais été contre lui pour le tuer. Non. C'est quelqu'un qui peut lui rendre des services agréables et utiles en lui donnant des informations de l'état l'état des lieux du pays.
Moi, je les ai jamais vus. Molele a été à Dioba pendant que j'étais à Dioba. Même à certaines messes, il venait à la messe de la cathédrale, c'est moi qui servais la messe, mais je n'ai jamais vu Molele faire la place. Il dit, non, non, laissez-les tranquilles. C'est un homme, il est venu pour la rébellion, il aime le pays, il n'est pas venu pour chasser les policiers. Et Antoine mourra à Kifuza. Dans l'autre accusation que pour Molele, il est gênant pour la rébellion. Il veut le statu quo du pays. Nous étions des esclaves rendus comme esclaves par les Belges. Et lui, il n'a jamais commandé, à vrai dire, le moment de certifier. Molele n'avait pas commandé la mort de Abel Antoine. Non. Abel Antoine lui rendait des services d'information. Quand est-ce que vous apprenez cette mort? C'est par des émissaires ou dans toute la région, la nouvelle s'est répandue de la mort de l'Abel Antoine? C'était la mort, l'Antoine mort, dispersion du camp. M. Abbé est mort, à quoi bon encore continuer à rester à Molele? En fait, le message fort de Molele, c'est que l'Abbé Antoine, c'est que, avec sa mort, la rébellion mettait fin aux tueries, etc., que Molele avait semé. Vous dites, avec la mort de l'Abel Antoine, meurt aussi la rébellion de Pierre Molele, en Voilà, quelque sorte. C'est la fin de la guerre à Kinshasa. Comme ça aurait été le cas pour moi, si j'étais tué à sa place. Ça vous rappelle un certain Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui meurt avec sa mort. Ah oui. Molele n'a jamais été ouvertement contre l'Église. J'étais à Diofa, tranquille. Il n'a pas été embêté par les policiers, non. Je n'ai subi aucun mal à Diofa. J'enseignais très bien. Les écoles, je les avais reprises toutes. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Son tort était de tuer, de faire disparaître tout ce qui était favorable à la civilisation moderne. Il voulait un nouveau gouvernement, un nouveau Congo, et pas le Congo de Mobutu ou Kasavubu, des impérialistes, comme il disait, oui. Ou des Belges, la colonisation qui continuait, qui persistait. Oui. En tout cas, de ceux qui avaient tué Lumumba. Voilà. Vous venez de dire que Molele, en fait, n'en voulait pas à l'Église. Non. Mais vous n'avez fait aucune allusion à ce qui est arrivé à Kilembe. Adolphe Lanquan meurt le 6 juin 1965. Vous êtes ordonné, vous, le 15 août 1964. Avant votre ordination, il y a eu, dans la nuit du 22 au 23 janvier 1964, à Kilembe, la mort de 3 prêtres missionnaires Oblats de Marie Immaculée, dont l'Abbé Lanquan. Le père Gérard de Fèvre, d'abord, oui. C'est lui qui succède en fait
à l'abbé Adolphe Lanquan comme directeur d'école, quelque chose comme ça, à Kilembe. Il y a eu le père Nicolas Hardy et le père Pierre Labens. Alors, comment pouvez-vous dire que Pierre Moulélé n'en voulait pas à l'église, n'en voulait pas au prêtre? Non. On doit continuer à dire que de Moulélé, le commandement de tuer tel ou tel prêtre ou de rendre un prêtre mal à l'aise, ce n'est pas un commandement Moulélé. Parce que sinon, l'abbé qui sera évêque après, Eugène Biletsi, était chez lui, en rébellion. Très bien connu. Moi-même, j'étais là. Il ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit en faveur des écoles, d'évangile, jamais. Donc Moulélé voulait un changement de mentalité, de politique. Et ce changement était empêché par le gouvernement de Mobutu. Mais notre présence de prêtre chez nous, à Idiofa, n'a jamais été considérée par Moulélé comme gênante. Si vous voulez, parce que nous, moi, entre autres, moi, je ne voulais pas du tout que les écoles soient fermées. Partout où ils les avaient fermées, je les ai ouvertes, les écoles. Le fort de la rébellion a été qu'on soutienne Moulélé pour qu'il gouverne sur tout le Congo. Parce que le pays est mal gouverné, le pays continue à être colonisé comme avant. Mais nous n'avons jamais considéré, nous prêtres, nous ecclésiastiques, comme ennemis de rébellion. Monsieur l'abbé Faustin Angus, expliquez-moi bien. La mort d'Adolphe Lanquan n'est pas le fait de Pierre Moulélé, la mort de Gérard Defebvre, Nicolas Hardy et Pierre Labens non plus. Comment vous expliquez-vous cette mort de prêtre au diocèse d'Idiofa? Non, c'est comme la mort d'Anquan dont nous parlons. Ça n'a rien à voir avec Moulélé. Moulélé aimait Lanquan. Ce n'est pas du fait de Moulélé, mais n'y avait-il pas dans la rébellion l'intention de donner la mort à des prêtres ou de nuire à l'Église catholique? Pas dans la personne de Pierre Moulélé, mais dans le mouvement qu'il avait suscité, qu'il avait créé. Non, à vrai dire, je ne peux pas partager une opinion pareille. Non. C'est un peu Moulélé comme quelqu'un, seul contre tous, pour un Congo indépendant, comme il le voulait. Pour un Congo vraiment indépendant. Donc, où les gens travaillent et profitent de leur travail, où les hommes qui veulent faire du bien dans leur village ne sont pas gênés de faire ce bien. Comment expliquer que les prêtres soient tués par la rébellion? En tout cas, ce n'est pas par un ordre explicite de Moulélé d'abord. Parce que c'est bien simple, sinon ils nous auraient tous rendus mal à l'aise, tous tués, nous les prêtres d'abord. Moulélé n'a pas commandé même la mort des trois prêtres à Kilembe. Ce n'est pas commandé par Moulélé. Non, je ne peux pas le dire. On a tué les trois prêtres, vous avez cité la date là,
La nuit du 22 au 23 janvier 1964. Voilà. C'est avant votre ordination qui interviendra au mois d'août. Oui. Et moi, je serai accueilli dans la chambre du père Hardy, dans qui était tué. Vous êtes allé à Kilembe. À Kilembe. Quand? Après votre ordination? Ou avant? Après. Après. Dans Kilembe, j'ai reçu le rapport de la mort des prêtres de Kilembe. L'abbé Hardy, par exemple, avait fui vers une rivière là, non loin de l'internat de Louange. C'est ça. Oui. Et on ne peut pas, à mon sens, dire que Molele a tué les prêtres. Il a laissé faire la population. Et pour lui, les prêtres ne sont pas les ennemis de la rébellion. Non. L'abbé Biletsi était dans son village. Dans son village pendant 1 an, tout le temps. L'abbé Angous est resté à Idjofa, a réouvert les écoles que Molele avait fermées pratiquement. J'ai ouvert toutes les écoles. J'ai jamais été reproché pour avoir ouvert les écoles de l'Antoine et tous les autres. Non, jamais. Le mal, c'est que Molele a fait une rébellion avec des personnes non préparées pour ça. Les écoles, c'est pas Molele qui brûlait. Ce sont la population locale. Et moi, par exemple, je n'ai jamais interprété, je n'ai jamais été traité d'ennemi de Molele. On nous a laissé faire notre travail. Et la population qui travaille avec Molele comme des personnes qui devaient l'aider à gagner la rébellion, c'est des personnes qui n'avaient jamais été préparées. C'est brusquement, nous sommes indépendants, mais on ne sait pas le sentir parce que les gouvernants qui sont à Kinshasa ne veulent pas, mais non pas que la population d'Idjofa pouvait subir toutes ces misères, toutes ces morts-là, parce qu'elle met la rébellion au point de dire que Molele, son tort était de tuer. Molele n'a pas tué, mais Molele s'est entouré d'aide de personnes sans formation. Ces mêmes personnes ne savaient pas où aller. Et Molele, son tort était de en vouloir aux politiciens qui, eux aussi, ne savaient pas pourquoi, ne savaient pas comment gouverner le pays pour l'honneur du pays. Nous sommes vraiment à l'aube de l'indépendance. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de formation non plus. Non. Voilà. Molele s'est permis, c'est là son tort,
de fermer les écoles. Les internats de filles, toutes ces écoles qui étaient appuyées par des internats qui n'existaient plus. Mais on ne sait pas pourquoi réellement. Il cherchait le pouvoir lui-même, peut-être. Il voulait un pays qu'il n'a pas su défendre lui-même. Donc la colonisation comme telle continuait comme avant. Il voulait la vraie indépendance. La vraie indépendance, comme on fait un peu aujourd'hui, mais sans action. Laisser faire n'importe qui comme il voulait. Ça ne nous a pas quittés. Monsieur l'abbé Faustin Angus, vous avez parlé de Kilembe, vous avez dit vous y avez été. J'ai été moi-même. Alors voilà, justement que en cette année 2023, Monseigneur José Moko, votre évêque, l'évêque d'Idiofa, a célébré à Kilembe le centenaire de la mission de Kilembe, fondée en 1923 par Henri Faubert, un jésuite. Et on a, en participant à la célébration de ce centenaire, on a effectivement rappelé cette histoire et notamment la mort de ces 3 prêtres qui sont enterrés au devant de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Kilembe. Exactement. Alors, vous avez été à Kilembe, à quel moment et pourquoi faire? Kilembe, pour moi, c'est comme Brabanta, comme toutes les missions. Je ne voulais pas entendre parler de fermeture des écoles, de fermeture des églises, tout ça. Ce sont des instruments nécessaires pour le changement que nous tous voulons pour que le pays ne soit plus colonisé. Non, j'ai vraiment dû travailler à Kilembe et je ne voyais pas du tout. Étant à Kilembe, je vous dis, j'habitais dans le même bâtiment que les missionnaires étaient. Oui. Et les sœurs et tout ça. Je n'ai jamais eu les reproches comme selon lesquels allez chez vous, on doit vous tuer. Si telle et telle idée, ce n'est pas les pères qu'on aurait tués, c'est moi qui suis parti pour ouvrir les écoles. Et pour dire à la population, si vous ne faites pas attention, nous resterons encore indépendants comme dans le temps, nous ne serons jamais devenus, nous serons dépendants du pouvoir de Kinshasa et nous ne serons jamais devenus un peuple véritablement indépendant. Et vous y allez déjà en 65, après la mort de Lankwanou, ou un peu plus tard, 66, 67? Quand est-ce que vous êtes à Kilembe? 66, 67. Oui. Après les 2 ans. Pour rouvrir les écoles. Les écoles. Qui est avec vous à ce moment-là? Il y a un autre prêtre? L'abbé Mouffer, Florent Mouffer, oui. Qui s'occupait de Brousse. Oui. Et moi de la paroisse des écoles. Oui. Pour le changement des mentalités par l'enseignement, c'est ce que Adolphe Lankwan avait voulu aussi pour la jeunesse, pour l'enseignement, et vous allez faire cela. Et plus tard, maintenant, après Kilembe, Faustin Angus, qu'est-ce qu'il devient? Après Kilembe, après mon séjour à Kilembe. Oui. Bon, j'ai quitté Kilembe pour aller aux études. Alors, notamment, et puis après à Paris. Vous faites un doctorat en psychologie. Vous êtes bien placé pour nous parler du changement des mentalités. Hein? Pour ceux qui comprennent, ils voient bien
oui. à qui on a affaire pour nous parler du changement de mentalité. J'ai trouvé que le mal de Molele, il n'a pas su faire comprendre l'action salvatrice qu'il voulait apporter au pays indépendant. Donc, notre mentalité n'était pas évoluée, n'a pas évolué. Moi, j'ai voulu qu'Akilembe, le mal de Molele, il tue les prêtres, hein, il ferme les écoles, il brûle les écoles. Alors que ce sont là des instruments nécessaires pour que la colonisation cesse. Parce qu'elle est d'abord dans la mentalité. Dans la mentalité. Kilembe avait une école qu'on appelait Saint-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Le collège existe jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Nous avons pris ce collège-là comme un modèle de nos écoles. Et nous ne voulions pas que les enseignants, les enseignantes soient considérés comme des ennemis du pays. Et que c'est là qu'il fallait justement trouver l'occasion de changer les mentalités par l'école. Je ne sais pas si mon ami Chose est encore là, mais je ne peux pas. Ça fait des années. Un enseignant? Oui, il était même directeur de l'école, Benoît. Benoît. Ah ben, un certain Benoît qui était directeur de l'école même. Il y en a qui vont se souvenir et qui vont nous informer pour savoir si il est encore vivant à Kilembe. Donc, c'est un problème de mentalité que Molele avait oublié de changer. Par exemple, il fait la rébellion, mais il est seul à comprendre la rébellion. Les enseignants, ils les tuaient comme ils voulaient. Les écoles les brûlaient comme ils voulaient. Non, ce sont des instruments de changement. Monsieur l'abbé Faustin Angus revient au changement de mentalité. Il insiste. Monsieur l'abbé, vous avez piloté à Idiofa une opération dénommée Opération Debout Idiofa. Tout à fait. Aussi pour le changement de mentalité, de quoi était-il question? Bon, Debout Idiofa avait la même idée de départ que Debout Stan. Quelques années plus tôt, la rébellion est partie à l'est du pays, avec la même rébellion d'ailleurs, au départ, qui n'avait pas d'envergure comme Alfred Moléris, mais Stan, c'est Stanleyville, l'actuel Kisangani. Oui. Et le grand chef rebelle par là, c'était entre autres Antoine Gizenga. Antoine Gizenga et Beignet et d'autres. Les Lumumbistes. Oui. Ils ont aussi fait la rébellion, j'allais dire qu'ils ont aussi causé le même tort qu'à Idiofa que dans les pays. Sur la mentalité surtout, hein. Oui. Parce que les étudiants de l'Ovanium ont aussi été entraînés par M. Chibangu pour faire debout Stan. Le Kizenga avait traité exactement comme il le fait la population. Alors que la population se fondait sur des instruments comme l'école pour les changements,
Et ils sont allés supprimer les écoles. Faire tuer des personnes qui devaient justement montrer comment le changement est nécessaire par rapport à toute autre solution, tuer des personnes, fermer les maisons, tout ça, pour que le changement est l'acte qu'il fallait poser à Idiofa Komastan. Et les gens n'ont pas compris cela. Et je suis convaincu, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment, je suis convaincu que lorsque nous aurons changé les structures, lorsque nous aurons compris que l'enseignement, l'éducation comme telle est nécessaire, nous aurons compris que le premier bien de l'indépendance est celui de changer les structures mentales. Les gens croient facilement à une chose sans l'avoir vérifiée. Les gens disent une chose qui est le contraire de ce qu'il faut dire. Je suis parti à Kilembe avec Rabbi Moufer, spécialement pour ça. Parce qu'à Idiofa, on avait fermé des écoles partout, et je ne voulais pas que la même opération se répète à Kilembe, par exemple. Donc, je crois que... Avec qui faites-vous l'opération Debout Idiofa? Avec des étudiants, avec d'autres prêtres? Est-ce qu'à ce moment-là déjà, il y en a qui reviennent, qui avaient quitté? Non, ils ne sont pas encore revenus. Non, c'était les enseignants. Les enseignants, oui. Les enseignants, et notamment les étudiants de l'Ovanium. Et ça consiste en quoi? À rouvrir les écoles, évidemment. La première chose était l'homme au centre. L'homme était gouverné par la colonie sans respect de sa personnalité, de ses convictions. Maintenant, nous sommes indépendants. Il faut former l'homme d'après ce que Dieu voulait qu'il soit. Et donc, un être responsable de lui-même et des autres. Et ne pas s'attaquer à sa personnalité, à ses biens, mais au contraire, traiter l'homme au centre de la création. Dieu a fait l'homme, non pas pour qu'il souffre, mais pour qu'il vive des biens, des ressources humaines, que Dieu a mises à sa disposition. Et parmi ces ressources, il y a la mentalité. Monsieur l'abbé Faustin Angus, on vous retrouve longtemps après la rébellion. Vous avez un doctorat en psychologie, vous rentrez dans votre diocèse et plus tard on vous retrouve dans l'enseignement supérieur cette fois-ci, Institut supérieur de développement et plus tard Institut supérieur pédagogique d'Idiofa. Et entre les deux, ou je ne sais pas dire exactement quand, vous êtes aussi au secrétariat général de la conférence épiscopale, responsable de la Caritas. Alors, est-ce que vous nous dites un peu en quoi cela a consisté dans votre vie, ces engagements
en vue du changement de mentalité. Ok, papa. L'idée là d'un prêtre en gauche qui a envoyé aux études d'abord. C'est moi qui ai demandé d'aller aux études. J'ai demandé à mon évêque, Monseigneur René Toussaint encore. Monseigneur René Toussaint, d'aller étudier là où il faut étudier les moyens de former l'homme pour qu'il bénéficie des ressources humaines et matérielles que Dieu a créées pour lui. Nous ne sommes pas ici au pays pour souffrir, non. Dieu, après l'avoir créé, a confié à l'homme la gestion du monde. Et l'homme, il faut lui rendre conscient que c'est bien, c'est pour lui. Il ne faut pas se le disputer, il faut se le partager pour répondre directement à l'idée que Dieu a eue de créer l'homme avec les ressources minimum nécessaires pour qu'il puisse devenir quelqu'un, vivre comme un homme. Pour Dieu, l'homme, c'est un fruit de l'arbre que Dieu a créé. Le fruit, c'est la mentalité. Dieu a créé la mentalité et il a mis au service de cette mentalité des ressources, on dirait en psychologie, le destin humain. Il faut développer son intelligence, sa liberté, sa volonté, au lieu de s'en prendre à autrui. Il faut d'abord comprendre que Dieu l'a créé comme son propre instrument de bonheur. J'étais étonné, mon frère, quand j'étais en Belgique, quand j'étais en Europe, d'abord à Lovanium et puis en Poutou, j'ai fait des études d'éducation. Et j'ai fait le stage à l'UNESCO, à Rome, à Paris. L'UNESCO m'a accepté un stage là-bas. Le jour de la soutenance, le lendemain, je rencontre l'un de mes serviteurs, de mes encadreurs de stage. Ah, monsieur l'abbé, vous devenez maintenant le maître de la science. Est-ce que vous acceptez de retourner dans votre pays ou bien on vous donne un poste ici à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est le siège de l'éducation internationale. Je dis non, je rentre tel que je suis, d'où je viens, parce que je suis venu avec l'idée de rentrer où j'étais, parce que la population n'a pas encore compris très bien que Dieu a créé pour lui, pour elle, des instruments capables de les développer. Alors, comme par hasard, j'arrive ici à Lovanium. Il y a là, Monseigneur Tubangu qui était alors à ce moment-là lecteur. Il me dit,
vous voulez faire quoi? L'éducation est partie à ce moment. L'éducation est partie à Stadeville. La politique est restée ici. Je ne sais pas quoi encore. Les lettres à Lubumbashi. Voilà, Lubumbashi. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie à Stadeville, dans la province Florian? Je dis non, monsieur, vous savez bien, je suis venu pour... J'étais à la rébellion, je suis venu pour me former afin de former les autres, suivant vraiment les principes éducatifs. Et en aucun cas, comme si à Dieu ça allait mieux, en aucun cas j'irai ailleurs pour enseigner ce que j'ai appris. Et alors, c'est pas monseigneur Tuban qui me dira, on est dans un groupe à parler entre nous, vous êtes prêt à partir en brousse. Et pourquoi pas? Moi j'ai dit, brousse dans le sens de personnes qui jusqu'à présent ignorent qu'ils sont capables d'eux-mêmes de devenir des personnes responsables. C'est alors mon cher petit que j'ai ouvert et j'ai dit, je m'en vais à Idiofa, il y a de quoi faire à Idiofa. Monseigneur Biessi, à ce moment-là, est extérieurement malade, mais en bonne santé quand même, en bonne forme, et il m'envoie à Idiofa. La première chose, c'est d'aller, non pas qu'il aimait, où les choses étaient encore calmes, mais à Béo, où le père Riboucourt et d'autres pères avaient fondé des structures sur le développement. Monsieur l'abbé Faustin Angous, aujourd'hui, l'Institut supérieur de développement rural de Mbeo est devenu un grand institut dans la région qui organise un deuxième et même un troisième cycle, je pense, oui, pour le développement, pour le changement des mentalités. Et vous êtes allé plus tard à la Conférence épiscopale nationale du Congo, où vous avez dirigé pendant une bonne dizaine d'années la Caritas Développement. Tout ça pour le changement de mentalité, non plus à la dimension de votre diocèse d'Idiofa, mais de toute l'Église et de tout le pays, pourquoi pas, de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Vous avez raison d'évoquer ça parce que un institut supérieur de développement rural n'a pas la même vision que les instituts supérieurs autres qui sont dans le pays. Un institut supérieur rural. Le pays de Kinshasa, le pays du Congo, est constitué de villes et de brousses. La plupart des idées qui naissent pour le développement du pays sont fondées surtout sur les mentalités importées. Le rural
que nous sommes d'ailleurs nous-mêmes, doit rentrer à l'origine du monde. Le monde que Dieu a fait ne néglige aucune population. Et lorsqu'on est convaincu que notre pays est un pays des ruraux, il faut se demander à même moment les ruraux d'ailleurs, comment ils font. Et ce pays doit devenir comme les autres. Tout le monde ne vit pas dans la capitale, dans la ville. Pas dans la capitale, et comme on m'a dit, vous allez en brousse, mais vous ignorez que les écoles de brousse ne sont pas bien considérées comme les écoles urbaines. Et ici, on a des voitures pour circuler, on a ceci, on a cela. Là-bas, vous n'avez pas ça. Et je parlais ce langage, M. l'abbé, quand j'étais à l'Ovanium, déjà, avec M. Chibango. Alors, pourquoi M. l'abbé Faustin Angus, ou pourquoi le jeune Faustin Angus est-il devenu prêtre? Oui. J'allais dire, comme vous avez là le résumé des abbés mis par écrit à propos de mon jubilé sacerdotal, est vraiment le fondement de ma vie. Il n'y a pas un homme ou une femme créé par Dieu inférieur à l'autre. Dieu donne à chacun une dignité qui est exprimée, qui s'exprime par un destin humain. Ce destin humain s'exprime par l'intelligence, la liberté, la volonté, qui est la même pour tous les hommes. Ça signifie que profitez de ce que Dieu a mis à votre proximité, dans votre pays, pour devenir de plus en plus digne d'une personne dite humaine. Une personne digne qui sait reconnaître devant Dieu lui-même, devant les hommes, comme ayant une valeur tirée de Dieu lui-même qui nous l'a créé. C'est un peu ça, mon principe. Nous sommes tous dignes. Et dire, je m'avais consacré ma vie pour la dignité de la personne et de toutes les personnes humaines, c'est répondre même à la volonté de Dieu qui veut que l'homme se serve de l'homme pour se perfectionner. Et si l'homme en question est prêtre, comme la question que vous me posez, je ne pense pas que le choix soit à regretter parce qu'on est devenu prêtre. On doit l'être et le devenir de plus en plus par le destin humain qu'il faut comprendre et éduquer dans toute personne où qu'elle soit. Que l'on soit un homme ou une femme, on a le même niveau d'estime devant Dieu. Et il faut des hommes pour nous rappeler régulièrement
en quoi consiste cette estime-là. Le prêtre a la chance d'avoir pour lui une formation depuis son enfance, depuis une formation qui nous rappelle à tout moment, n'oubliez pas que vous êtes devant des hommes dignes et pour les aider à vivre dignement. Dignement, c'est-à-dire tel que Dieu a voulu qu'ils vivent. Vous avez votre formation depuis le petit séminaire de là-bas, c'est ça? Oui. Depuis là-bas, oui. Après là-bas, vous êtes allé à Maïdi? Après là-bas, à Maïdi. Dans le Congo central. Pas très loin de Kinshasa où nous nous trouvons, hein? Non, non, non. À côté ici. Oui. À côté ici. Oui. Et la vraie raison pour laquelle il faut être fier de ce que l'on est, c'est de vivre, de faire aider l'homme à vivre selon l'idéal que Dieu a créé, selon la volonté de Dieu. Vivre avec le minimum de frustration, avec le maximum de dignité humaine. Monsieur l'abbé Faustin Angus, merci. Le 15 août 2024, ce sera votre anniversaire d'ordination, 60 ans. Bon, ce n'est pas loin maintenant. Non, non. Félicitations en tout cas. Merci pour tous les témoignages. Je ne vous dis pas merci au nom de tout ce que vous avez formé dans cette carrière depuis surtout la période douloureuse de la rébellion dans le Kwilu. Mais tous ceux qui viennent de suivre ces témoignages par les médias, par les réseaux sociaux aujourd'hui, vous remercie et je vous remercie en leur nom. Merci, monsieur l'abbé. Merci, je n'ai pas suivi ça seul, j'ai suivi avec des confrères qui sont devenus, effectivement, des prêtres comme moi, Abbé Moufer, par exemple. Abbé Moufer se trouvait à Rome quand je deviens prêtre. Et quand il apprendra que l'abbé Angus a choisi d'aller plutôt en brousse à Kilembe pour servir Dieu, servir des hommes qui souffrent, Abbé Moufer a pris le chemin et il dit à mon Saint tout seul. Au lieu qu'il aille tout seul, je vais aller. Et je suis allé avec l'abbé Moufer. Et il a fait la brousse comme il faut, avec une partie de brousse avec l'abbé Cheta, un des tout premiers prêtres. Barthélemy Cheta, l'un des deux premiers prêtres du diocèse d'Idiofa. Tout à fait. Avec l'abbé Valère Bangabanga, n'est-ce pas? Oui, une bonne mémoire. Très bien. Et lui, il m'a laissé à la mission. Il a pris son bâton de pèlerin pour la brousse. Il n'avait pas de véhicule à ce moment-là. À pied? À pied. Pour aller dire les messes et même non seulement enseigner, mais aller former les enseignants. Former les enseignants. N'oubliez pas que vous êtes enseignant. Un enseignant, c'est celui qui ouvre le chemin et qui fait vivre, qui fait suivre le chemin lui-même en tête.
c'est partout. Un peu plus tard, j'ai eu l'abbé Mouffer d'abord. Il aura été à l'Institut supérieur de développement rural d'Embeo comme vous. Il aura été à la conférence épiscopale comme vous, toujours à la Caritas, ou il était plutôt à l'éducation? Non, à l'éducation. À l'éducation. Pour faire ce qu'il avait commencé à Kilembe. Mais voilà. Oui, mais voilà. Mais voilà. Et vous avez un autre que vous vouliez citer? C'était l'abbé Ngaï. Flavien Ngaï. Que j'ai trouvé sur mon chemin un peu plus tard. Plus jeune. Un peu plus tard. Oui. Je deviens sous-marin directeur général de développement. Oui. Et l'abbé me rejoint. Je lui dis, voici le bâton, notre bâton de pèlerin. Et j'apprends maintenant qu'il est à Aïdiofa, oui. Non, à Ipamou. Aïpamou, il est curé à Aïpamou. Mais il a été directeur général de l'Institut supérieur pédagogique à Idiofa. C'est des gens pour lesquels j'ai vraiment beaucoup d'estime, beaucoup d'estime. Avec mon père, l'abbé Nkaïla, et qui partout n'oublie pas que là où ils sont, c'est pour sauver la dignité, cette dignité que malheureusement certains oublient pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, parce que vous êtes prêtre, je ne vois pas quelle autre qualité on peut nous donner. Être fidèle